compatriotes algériens du Hogar, c'est-à-dire de toute la région sud algérienne, des Aurès, du Mzab, uniquement ces trois régions. Je m'adresse à mes compatriotes de ces trois régions. Donc, le Hogar, les Aurès et le Mzab. Je vous invite à poser la problématique de la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue en tamazigh et en arabe. Il s'agit de Hussein El Ahmed. Je parle de Hussein El Ahmed. Je vais parler de Hussein El Ahmed. Je pense qu'avec le recul, je commence à avoir la certitude, la conviction que j'ai fait une erreur. Son erreur consiste à ne pas avoir laissé dans son testament la dissolution de son parti, du parti qu'il a créé, 2 ou 3 années après son décès. Super. Wagnoun. Et ce jour-là, j'avais de la chance. La lumière de Wagnoun était... j'ai pas de mots là. Hein. C'est sublime. Pendant que l'hiver, là, je mange kawa, le sponge, les beignets. Tout à l'heure, je vais parler des beignets. Le sponge. Ouais, direction. Petit zouzou, là, on m'aide un petit peu à trouver le chemin le plus court, le raccourci. Direction Ain Hammam. Je passe sur des détails. Je me suis recueilli sur la tombe de Hussein. Elle était la tombe de montagne. La tombe de Hussein était, elle était montagneuse. Elle était monumentale, de modestie. Très bien. À côté, il y avait sa mère, son vivant. Donc, pour moi, ils sont vivants. Donc, la tombe de Hussein, elle était montagneuse, elle était monumentale, de modestie. Et en face de la tombe de Hussein, il y avait un prieuré, un msalla. J'ai été là-bas. J'ai rien en face. C'est-à-dire, ils les prennent pour moins que des singes. En faisant payer le malade, je vais expliquer comment vous allez le faire payer. Hein. La culpabilisation du malade pour les religieux, moi je crois en Dieu. Je crois en Dieu. C'est un procès d'intention à Dieu. Dieu a fait, nous a créés, il sait que nous allons tomber malades à des exceptions près. Il sait que nous allons tomber malades. Peut-être que c'est lui qui nous fait tomber malades pour apprécier notre résistance, notre courage, etc. Pour les autres, c'est la nature humaine. Moi, je suis croyant. Tout à l'heure, je vais faire ma prière. Mais ma prière, ma foi, elle est construite à la manière de Lounès, avec plus un esprit mathématique qu'autre chose. Tout à l'heure, je vais prier. Aujourd'hui, je vais faire ma prière. Bien sûr, je vais offrir de la bière à 2 amis à Vienne et à Amsterdam. Et il y a un autre ami, hein, le père du Kassoul, Siam, père. Lui, ce sera une bouteille de whisky. Et je vais demander à Dieu de mettre tout sur mon dos. À tout sur mon dos, là. Pour ces bières et ce whisky, ça sera pour moi. Je prends sur moi. Et bien sûr, mon espoir, c'est de participer à une prière collective pour solder les comptes de Lounès. Prière collective, comme ça. J'ai fait les calculs, on va calculer, il a vécu 46 ans, quelque chose comme ça, multiplié par 365 jours, multiplié par 5 prières jour, avec une moyenne de 4 à 4, etc. Vous allez trouver un nombre, un bon nombre comme ça. Collectivement, nous allons faire des prières pour lui. Même chose, il a vécu 46 ans, 46 mois de ramadan, de carême, 46 fois 30, ça va donner un petit chiffre autour de 1300 là. 1300 jours, c'est pas beaucoup. Que chacun s'abstienne de manger un jour, jeûne un jour. Même les non-pratiquants, même les non-croyants. Hein. Il va dire, ça, exceptionnellement, je ne vais pas jeûner toute cette journée, je vais le considérer comme une journée de jeûne au profit de l'Ounas Mato. Donc là, nous allons participer
à son absolution. Nous allons participer à son absolution. Ne vous inquiétez pas, la comptabilité divine, elle est très bonne. Bon, pour ça. Donc, bonjour à vous tous. Après ce qui s'est passé durant le début de l'été, avril, mai, là nous sommes le 29 juin, je vais faire plus un commentaire sur la santé en Algérie, sur la santé, sur l'économie bien sûr, la monnaie, un peu la monnaie, et la question de la majorité de l'Algérie, et nous allons parler un peu de football. Si à la fin j'ai un peu de temps, je vais parler de mon court séjour en Algérie que j'ai fait au début mai. Début mai. Donc, avant tout, bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous. Pour ce commentaire qui sera assez long, je ne vais sans revenir sur le détail des analyses et mes écrits pour le Centre de recherche sur la mondialisation ici à Montréal. Je vais préciser mes règles du jeu. La dignité humaine et la vie privée sont sacrées. Elles sont inviolables. Quand je parlerai de personnes, probablement certaines je vais citer leur nom, d'autres pas, leur vie privée, leur dignité humaine sont sacrées. Je vais utiliser des mots qui vont écorcher, qui vont déranger, qui ne vont pas du tout plaire à quelques-uns de mes intimes. Ils vont plaire à d'autres, hein. Alors, ils vont plaire à d'autres intimes, mais pas en particulier Tamorf et dans ma famille personnelle. Il y a toujours cette chaîne pour démarrer. Toujours, mes compatriotes d'Algérie doivent rester pacifiques. Ils doivent demeurer pacifiques, quelles que soient les peines, les douleurs qu'ils subissent. J'ai pas intensive en Algérie, je suis fait une mise à jour. Ce que je pensais dans mes analyses, etc. Mais globalement, les facteurs étaient bien appréciés, sauf 2, 3. Et parmi eux, la paix. Donc, la vie privée, la dignité humaine, la paix. En Algérie, sont fondamentaux pour moi. L'intégrité du territoire algérien est d'un sacralisme pour moi. L'intégrité du territoire algérien et la cohésion des populations en Algérie, de la nation algérienne. Maintenant, ils ont atteint le stade quasi de sacralité. Comme vous le voyez ici, donc je vais accélérer maintenant parce que c'est un commentaire, c'est pas long cette fois-ci. Donc je vais parler de l'Algérie, de la majorité, de la santé, de l'économie et football. Football, Coupe du Monde, hein, Coupe du Monde, pas 2018, 2026 et après 2030. Bon, donc, quand vous le voyez ici, c'est de l'intro. Moi, je ne vais pas utiliser ça pour rester toujours en face de l'écran. Les conditions de présentation sont un peu difficiles, bien sûr.
Sans difficile, je devais faire ça. Montréal, bon, mais maintenant, à cause de la documentation qui est là, à cause de certaines commodités, la cigarette, des petites pauses comme ça, des petites comme ça, donc j'ai préféré la faire dans cette. Bon, la première chose, je m'adresse à mes compatriotes algériens du Hogar, c'est-à-dire de toute la région sud algérienne, des Aurès, du Mzab, uniquement ces trois régions. Je m'adresse à mes compatriotes de ces trois régions. Donc le Hogar, les Aurès et le Mzab. Je vous invite à poser la problématique de la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue en tamazigh et en arabe. Euh, je vous pose, si on dotait l'Algérie à partir de maintenant, là, si on posait cette problématique pour doter l'Algérie d'un hymne national bilingue en tamazigh et en arabe, pour renforcer justement la cohésion nationale, maintenir l'intégrité du territoire et passer à des problématiques extrêmement complexes que vit l'Algérie pour leur trouver des solutions. Donc, en posant cette problématique, nous serons fixés sur nos capacités, hein. Les problèmes économiques, les problèmes culturels, les problèmes sociaux, les problèmes de développement ont des solutions sur du très très long terme. Et la question de l'identité et non pas de tamazigh, de l'amazirité de l'Algérie. Autre chose. En appelant mes compatriotes, maintenant tous mes compatriotes d'Algérie doivent agir en demeurant dans la paix, en maintenant l'État debout. En maintenant l'État debout. Mes compatriotes d'Algérie doivent agir. La première action pacifique, ouvrir un front contre la France. Ouvrir un front contre la France. À vous de définir les actions que vous idoines, qui seront simples à mettre en œuvre. Deuxième action, bien sûr, je vais l'argumenter après. Hein. Retirer la confiance à tous les députés par des lettres. Retirer la confiance à tous les députés par des lettres, par des articles de presse, par des affichages, etc. Demander à l'État algérien de retirer immédiatement la loi sur la santé. Je vais après parler de la loi sur le pétrole. Demander par tous les moyens pacifiques le retrait de la loi sur la santé si elle n'est pas encore votée par les sénateurs. Si elle est votée par les sénateurs, demander son abrogation. Dans les problèmes qui vont se poser dans la santé publique en Algérie, vous avez des moyens pacifiques pour affronter quelques-uns, régler quelques-uns. La première, faire appel à l'humanisme du personnel, à leur gentillesse, à leur bonté. Deuxième, déposer des plaintes collectives auprès du procureur de la République pour non-assistance à personne en danger au cas où une personne est malade, est évacuée vers un hôpital, etc. et qu'on refuse de le prendre en charge. Je vais encore le répéter. Tant que les rédacteurs de la Constitution algérienne ne sont pas contenus, je la qualifierai avec beaucoup de bâtarde.
Algériens commencent à s'agiter autour du cinquième mandat, de s'opposer, etc. Et parmi eux, des constitutionnalistes. Et donc, toutes ces personnes-là doivent nous révéler qui sont les rédacteurs de la Constitution algérienne. Il y a un immense danger qui s'annonce. Je vais le traiter rapidement, parce que je vais montrer les analyses dans lesquelles j'ai déjà parlé en détail. Elles remontent à 2015. Les Algériens doivent s'organiser pour rejeter toute augmentation des salaires. Je dis bien toute augmentation des salaires. Rejeter toute augmentation des salaires, ça doit être un mouvement populaire, un mouvement citoyen. Il est pernicieux, il est dangereux. Il est dangereux pour les cotisations, dangereux sur les cotisations, cotisation sur la sécurité sociale, il annonce l'augmentation des impôts, il va encore aggraver la spirale inflationniste qui est en Algérie, qui s'installe. Je vais la traiter. Ça, c'est... Comme vous l'avez vu ici, à majorité, c'est vide. Il n'y a aucun mot. Pour la traiter maintenant, reparler de la majorité algérienne et non pas de Tamazir. Nous sommes le 29 juin 2018. Dieu a écrit que je naisse en juin. Je suis né en juin. Le mois de juin en Algérie est un mois funeste. Algérie. Sur le 19 juin 1965, je n'ai absolument rien lu dans la presse algérienne. Il demeure un événement historique. C'est un événement qui fait partie de l'histoire de l'Algérie. Je n'ai absolument rien lu. Sur l'assassinat de Lounès, absolument rien. J'ai lu quelques interviews. Elle ne bouge aucun quoi. La seule chose, du moins, c'est pas une chose, le seul texte, le seul travail, la seule pensée que j'ai lu, c'est ce poème. D'habitude, j'imprime et je lis calmement. Assis, ou bien au balcon, ou bien dans le métro, je lis plusieurs fois, 3 fois, 4 fois, j'ai lu. Il est très complexe à comprendre, bien sûr. J'ai trouvé ce que j'aime chez Lounès, ce que j'apprécie chez Lounès, c'est le seul texte. Pour le reste, ici à Montréal, il n'y a eu aucune activité à la mémoire de Lounès. D'habitude, il y avait pas mal d'activités. Activités saines, pures, agréables à suivre, même si je ne me déplace pas beaucoup, même si je n'y vais pas. Il ne faut pas avoir peur des mots. Lounès est une excellente aubaine financière. Il ne faut pas avoir peur des mots. Lounès, il fait gagner beaucoup d'argent à ceux qui savent manager les événements liés à Lounès. Bon, moi, j'ai écrit des textes sur Lounès. J'ai utilisé les œuvres de Lounès
pour aller toujours dans le sens de l'amour, de la patrie, de l'intégrité du territoire, de la cohésion nationale. Quand les premiers textes pour le centre de recherche sur la mondialisation, il fallait que je reste très universitaire, très carré, hein, c'est-à-dire argumenté, pas de fioritures, etc. Bon, maintenant, avec un peu de connaissances, c'est-à-dire on commençait à me connaître un peu, etc. J'ai pris des libertés, je prenais des libertés, et le centre de recherche sur la mondialisation tolérait mes libertés. Donc j'ai utilisé l'UNES, j'étais à bout d'arguments économiques, j'étais à bout d'arguments théorie, relations internationales, stratégie internationale. Je parle de stratégie, pour moi c'est des mathématiques, hein. C'est pas un mot comme ça. J'étais à bout d'arguments, il fallait trouver d'autres canaux de poésie, de philosophie. Ben, canaux de poésie, la philosophie, l'universalité, l'humanité et l'humanisme à travers les œuvres de l'UNES. Je ne connais pas l'UNES Matou, je ne le connais pas. C'est grâce à l'UNES que Dieu a mis sur ma route un ange. Et c'est cet ange-là, maintenant quand je fais la somme, l'UNES, cet ange, etc., plus ce que je pense, ce que je ressens vis-à-vis de ma patrie, je vais continuer à travailler pour ma patrie. Donc sur Tamazirt, je répète, l'enseignement de Tamazirt, l'agitation qui se fait autour de Tamazirt, le commissariat, l'académie, etc., c'est de la bullshit. C'est du gaspillage, c'est de la perte de temps, c'est du n'importe quoi. C'est une violation des droits humains, tout, absolument tout. Hein. Prenez toutes les tares, vous les mettez dans le système éducatif algérien, dans l'académie, dans le commissariat, etc. Si nous ne devons pas régler la question de l'amazérité de l'Algérie, en faire un véhicule pour toute l'Afrique du Nord, pour la paix, et avancer, faire une révolution dans l'identité de l'Afrique du Nord, sans nier, sans verser dans les nationalismes. Ça, c'est dur. Publiquement, j'ai cité des noms. Dans la lettre, dans une vidéo, par exemple, en m'adressant à Fodil Boumala, etc. Des informations comme ça qui ont circulé, je ne les commente pas. J'aurais fait des contacts privés. Vous avez ma parole d'homme, Wallah el-Azim, que je ne réagirai pas à toutes les affirmations, à tout ce que vous direz sur Shilfa S7 et sur les messages ou les emails que j'aurais envoyés. Maintenant, révélez-les. Révélez le contenu de ces emails. C'est tout. Révélez. Je sais pas moi, on me cite pas. Dites ce que je vous ai dit. Maintenant, que le message, ou bien révélez-le dans le détail, etc. Si c'est vrai, c'est vrai. Si c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et je ne dirais pas que c'est pas vrai. Je jure devant Dieu que je réagirai. Dans ce que je fais, il y a tout le temps des intimes que j'informe. Voilà. Ces derniers jours, et même avant, dès qu'un autonomiste ou un indépendantiste kabyle s'exprime, des Algériens très connus montent au front. Ils montent au front pour faire dans la morale, ou je sais pas moi, dans le morale, dans la morale, dans des visées un petit peu paternalistes, empreintes de paternalisme, etc., de patriotisme, ou je sais pas moi, quelque chose comme ça.
Parmi ces personnalités du bien, c'est des personnes très connues en Algérie. J'en connais quelques-unes. J'en connais quelques-unes. Que ces personnes aient l'audace de s'exprimer sur l'hymne national bilingue. Je n'ai absolument rien contre Passaman. Il est dépassé. Il est dépassé. Voilà. On est en 2018, les problèmes sont extrêmement graves pour l'Algérie. Nous avons besoin d'un propulseur. Et le propulseur, ce sont toutes les volontés personnelles, humaines, collectives, qui convergent et non pas qui divergent. Ces volontés doivent être portées par un nerf, par des nerfs, les nerfs, hein, au sens nervosité, énergie, hein, énergie, philosophique, spirituelle, de nouveaux calibres. Voilà. Joie. Joie. Je viens de jeter un coup d'œil sur les de la presse algérienne. Hein. Nous sommes le 29 juin. Sur la une, Mohamed Boudiaf est absent. L'assassinat de Mohamed Boudiaf, absent. Il n'y a pas de texte sur Mohamed Boudiaf. En juin, dit le 25 juin 1996, pour moi 96 est confondu avec 98. C'est Lounès Mahdi qui a été assassiné. Lounès a fait une œuvre grandiose sur Mohamed Boudiaf. Lounès a fait Aroro, trahison, forfaiture. Je vais en parler de la trahison après, hein, de la forfaiture. Aroro. Je ne l'ai pas vu sur Facebook, moi je l'ai écouté tout seul. Et des stars, de Kabylie en particulier, se sont affichés pour Lounès. Lounès, il n'a pas besoin de ça. Là, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin d'étalage. Il a besoin d'action de noblesse. Hein. S'exprimer sur Aroro, sur à peu près une forme d'hymne national. Donc, exprimez-vous sur un hymne national bilingue. Autour de Lounès, là, vous avez gagné des milliards, je dis bien des milliards de centimes. Maintenant, faites gagner à l'Algérie un peu plus sur son amésérité, pour sa paix. Lounès disait Oudm el-Zahir. Ce n'est pas un reproche, c'est probablement une forme de regret. Lounès ne sait pas. Avec Lounès, je ne peux pas dire qu'il a chanté. Lounès n'a pas animé, n'a pas organisé des événements à l'est et à l'ouest, à Naba, Constantine, Batna, dans les Aurès. Il n'a pas fait ça dans le sud algérien, il n'a pas fait ça dans l'ouest algérien. Je pense que s'il avait fait, Lounès aurait été au Pinaïko là. Je ne sais pas. Lounès. Mais par contre, en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, en France, etc., c'est beaucoup. Il a été invité énormément de fois. Barkap Lounès. Bon. Donc, joie, puis il n'y a pas, dans le journal algérien, il n'y a absolument rien. Maintenant, je vais commencer par la santé. Le ministre de la
Ondes ne sont pas visées parce que c'est une vieille histoire qui a commencé il y a très longtemps. J'ai commencé à la traiter en 2014. Donc l'ancien ministre de la Santé, l'ancien ministre des Finances, pas l'actuel, ont dit des choses sur la santé en Algérie, elles étaient horribles. Donc quand je vais parler de la santé, je vais aller assez vite parce que moralement, philosophiquement, idéologiquement, culturellement, il me dérange. Les aspects sur lesquels je vais revenir me dérangent. Je ne vais pas revenir avec des analyses. Je reviens sur des points. Il me dérange d'un point de vue culturel, identitaire, moral, philosophique, etc. Je suis un libéral dans son acception amazigh et musulmane. Je ne suis pas un gaucho. Je répète, je suis un anti-marginaliste, je suis un anti-rationaliste, mais je suis un libéral. Donc sur la misogynie, c'est vrai. La composition de l'APN, de l'Assemblée populaire nationale, entre guillemets, ça, ce sont les chiffres. La soirée de dépouillement, hein, c'était le jour même du dépouillement, du moins de l'annonce officielle des résultats par le ministère de l'Intérieur. Après, ils ont été corrigés. Vous allez voir ici, c'est 88,96% parce qu'à l'époque, ils n'ont pas dépouillé, analysé tous les bulletins. Hein, donc, il manque à peu près 10,1%. 10,1%, c'était la période de ballottage, contestation, etc., etc. Les députés, l'Assemblée, c'est 462 députés. Je le répète, il est pair. Dans toutes les assemblées du monde, non, je ne dis pas, je n'ai pas tout vérifié. Dans tous les systèmes électoraux, comme ça, du type APN, Sénat, etc., le chiffre doit être impair. Il doit être impair, 461, 463, etc. Hein, c'est pour jouer sur les majorités, hein, c'est d'un point de vue mathématique. Hein, si on enlève des probabilités, on réduit l'incertitude. Ici, regardez, à l'époque, le taux de participation est de 38%. Hein, donc, les Algériens n'ont pas participé majoritairement. Le FLN avait 13,5% de ces 38%. Le RND a 8%. Donc, mais à eux deux, ils constituent la majorité simple, ou bien la majorité relative. Hein, 56% en cumul ici. Donc, on voit, donc avec 13% et 8% de 38%, donc c'est ça, avec 8 et 13% de 38%, ils sont en train de voter des lois sauvages, fascistes. Maintenant, pour les autres partis, vous avez, par exemple, le FFS, le MPA, ou je ne sais pas moi, etc., le RCD, etc. À partir de ceux qui ont là, hein, de 2% et plat, ils ne savent absolument rien dans l'Assemblée. Avant de faire, quand j'ai préparé ce commentaire, Dahmen s'est énervé sur moi, sur les mots que je vais utiliser parce que je l'ai informé. Hussein, il a essayé de me raisonner. Ça n'a pas marché. Hussein, je pense. Maintenant, il s'agit de Hussein El Hamid. Je parle de Hussein El Hamid. Je vais parler de Hussein El Hamid. Je pense qu'avec le recul, je commence à avoir la certitude, la conviction que j'ai fait une erreur. Son erreur consiste à ne pas avoir laissé dans son testament la dissolution de son parti, du parti qu'il a créé, 2 ou 3 années après son décès, après son départ. Je pense qu'il aurait dû laisser comme testament, dans son testament, ou bien un souhait, ou bien un vœu, que son parti doit être dissous et reconstruit. Bien sûr, l'autre veut, par exemple, inviter
tous les gros là, les militants sincères, honnêtes, à fond, qui se sont donnés à fond pour la paix et la patrie, d'écrire la vérité de ce qui s'est passé à l'intérieur de son parti. Ils vont nous servir de leçon pour l'avenir. Donc, juin, nous avons, j'ai parlé du 19 juin, l'assassinat de Boudiaf, commémoration de Lounès. Il reste les événements de juin 2001. Qui le printemps noir. Printemps noir. Est-ce que c'était un printemps noir? Les acteurs principaux de juin 2001, du moins d'avril 2001, du mouvement qui est né à partir d'avril 2001 jusqu'à fin 2003, début 2004, parce que c'est un mouvement qui a duré 2004, sont encore vivants. Je n'ai lu aucun texte de leur part, aucune interview. Je ne vais pas citer tous les noms que je connais, je vais citer. Il ne va pas m'en vouloir. L'un des leaders, moi, c'est Saad Hariri. Il est vivant, il agit, il est maire, il est encore actif. Je diverge sur énormément de choses avec lui. Sadar demeure dans le militantisme. Il demeure un ami. Je connais très bien Sadar. Je connais bien Sadar. Je connais sa famille, je connais tout le monde. Et il y a d'autres. Rien n'a été dit sur comment est né le mouvement, sur le comité populaire de la Ouled, comment il a éclaté par la suite, pourquoi il a éclaté en deux branches, hein, le comité populaire de la Ouled de Béjaïa, le CPWB et la CICB, la coordination intercommunale de la Ouled de Béjaïa. Ensuite, il a eu avec la CADC de Tijouzou, la coordination des Arouches, d'ailleurs, et communes, quelque chose comme ça, plus la coordination de Bouira. À Borj, il y avait un groupe. Du côté des Aurès, il y avait un groupe. Je sais qu'il y a un CD qui retrace tout ça, avec des documents précis, avec des vidéos, avec des extraits de coupures de presse, qui circule, ça je le sais. Je ne sais pas s'il a été diffusé, distribué, dispatché, je ne sais pas. L'autre événement, rien n'a été dit sur le procès des assassins, des victimes de cette période-là. Et pourtant, un travail de titan a été fait par Maître Issad. L'avocat Issad. Il y a des documents. Maintenant, nous avons ici beaucoup de témoignages de la période. Il y avait un rassemblement rage, un rassemblement action jeunesse, quelque chose comme ça là. Hein, qui ont bougé là, hein, qui se sont déplacés. Je les connais. Ils peuvent dire certaines choses. Hein. Je les ai reçus. Chez nous, à Bougé, Khamna. Bon, par exemple, tout à la fin, là, si j'ai 5 minutes, je vais parler un petit peu de Bougé, de mon séjour d'une semaine à 300 km/h dans la région. Un conclave a été organisé à Bougdil. Ceux qui avaient 20 ans à l'époque ont maintenant 40 ans à peu près, là, hein, pas loin de 40 ans. Ceux qui avaient 30 ans ont 50 ans. Ceux qui avaient 40 ans ont 60 ans. Maintenant, ils pouvaient rappeler certains événements. Donc, ces députés, à ce jour, ne sont pas exprimés sur les rédacteurs de leur constitution. Après, du moins, messieurs les députés, pour moi. Bon, ben, formellement, je suis député, là. Hein, vous n'êtes rien pour moi. Vous n'êtes rien pour moi, là. OK? Vous connaissez même pas qui ont rédigé votre constitution et vous faites des lois. Je vais revenir sur ça. Constitution,
Maintenant, la santé. Rapide, je vais vous dire un truc comme ça. L'irréfutabilité de la préférence révélée. Il y a dans la théorie économique standard un principe selon lequel les individus ne font que des choix susceptibles de maximiser leur bien-être. Cette hypothèse a un nom étrange, les préférences révélées. Sous-entendu, les individus révèlent par leur choix ce qui améliore leur bien-être. Cette hypothèse est évidemment contraire à une réalité pour nous très importante, la différence entre ce que les individus veulent vraiment, ce qui est bon pour eux et ce qu'ils croient vouloir, ce qui est bon pour le singe perché sur leurs épaules. Page 234. Économie de dupes. Économie de dupes, c'est un livre, c'est la traduction du livre de George Akerlof et Robert Shiller qui s'appelle Fishing for Fools, The Economics of Manipulation and Deception. Ce sont deux Nobel d'économie. Dans la version en anglais que j'ai lu Revealed Preferences and Challenged. A common precept of standard economics is that people reveal what makes them better off of their choices. Such an assumption, of course, is exactly at odds with our concept of the difference between what people really want, what is good for them, and what they think they want. Between brackets, entre parenthèses, their monkey on the shoulder tastes. Ça, bon, j'ai donné la version française, la version en anglais. À toutes les personnes qui travaillent dans la santé, là. Ça, c'est George Akerlof et Robert J. Shiller, deux Nobel d'économie. Shiller, c'est la gestion des risques, l'économie comportementale. Akerlof, anti-sélection. Akerlof a eu son Nobel avec Stiglitz ensemble. Hein. C'est sur l'asymétrie de l'information, l'analyse de l'aléa moral, de la sélection adverse, de adverse selection and moral hazard. Hein. Tout ça. George Akerlof est le mari de Janet Yellen, l'ancienne gouverneure de la banque de la Fed aux États-Unis. Dans la santé, j'ai l'impression maintenant que dans la santé et dans les autres lois, hein, et c'est l'avenir, hein, les députés, les ministres, etc., rédigent, préparent des lois, soumettent des lois à l'Assemblée, en parlant à des singes sur leurs épaules. Monkeys or the shoulder. On va te faire ça, on va te faire ça, voilà ce que je sais ce que tu veux, etc., etc. C'est-à-dire, ils ne regardent pas les Algériens en face. C'est-à-dire, ils les prennent pour moins que des singes. À la présidence algérienne, à la présidence de l'Algérie, au gouvernement, les administrations centrales ont peur. Ils ont peur, je dis bien peur. Des Algériens, ils ont peur du FMI, de la Banque mondiale, des États-Unis, de la France, de l'Union européenne, un peu moins de la Russie, d'ailleurs Poutine n'est pas encore venu en Algérie, un peu moins de la Chine, etc. etc. Bien sûr, ils ont peur de tout ce beau monde-là, de ce beau monde, alors qu'ils peuvent éviter cette peur, du moins la réduire. Ils doivent faire des Algériens leurs partenaires. Et non, mais la peur des États-Unis, de la France surtout, la France. Il faut ouvrir un front citoyen contre la France. Ils ont plus peur de la Banque mondiale, du FMI, de la France et des USA que des Algériens. Des Algériens, vos partenaires. Ben, non, ils préfèrent leur taper dessus, les massacrer. Ça, c'est sur la santé. Je vais vous dire un truc... une phrase sur Akerlof. Ça, c'est il faut lire en français pour comprendre, etc. Ensuite, lire en anglais, parce que les anglo-saxons sont secs. Ils ne tournent pas autour du pot. Dans ce livre de George Akerlof, dans la première page, il a dit « Nous avons écrit ce livre pour maintenir notre dignité ». Quand vous lisez la traduction en français, il en dit ouais, 2 pages après. La traduction en français était lourde, je ne sais pas, était lourde. Dans le domaine de la santé, the most significant provision of the Ryan Poll is to end Medicare for those who reach 65 after 2022. They will instead receive vouchers with which to purchase medical insurance on the private market. Budgetary savings occur in the plan because the vouchers are indexed to consumer prices
prices rather than to the much rapidly increasing cost of health, cost of health care. Ce qu'il dit, Paul Ryan, c'est l'ancien président de la Chambre des représentants, c'est-à-dire l'Assemblée des États-Unis. Il a attaqué de Medicare, Obamacare, Obamacare. Il a attaqué. À partir de 2022, les personnes âgées de 65 ans et plus aux États-Unis vont recevoir des bons pour se soigner, des bons. C'est du rationnement. Qui sont pas ils sont indexés sur l'inflation, mais non pas sur les coûts médicaux qui augmentent plus rapidement que l'inflation. Donc ça, c'est aux États-Unis. Bon, maintenant, Paul Ryan a démissionné depuis Trump. Il a démissionné, il a décidé de se retirer de la scène politique. Maintenant, dans 4 ans, 2022, je ne sais pas quel sera le futur président des États-Unis d'Amérique, comment on va changer le... C'est des points. Dans le cadre de la santé, dans le cadre d'une épidémie, pandémie, qui va payer, qui paiera la facture? Épidémie, pandémie en Algérie, qui paiera? Avec les quelques bribes que j'ai lues sur cette loi sur la santé, c'est la culpabilisation du malade. En faisant payer le malade, en faisant payer, je vais expliquer comment vous allez le faire payer. Hein? La culpabilisation du malade pour les religieux. Moi, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. C'est un procès d'intention à Dieu. Dieu a fait, nous a créés, il sait que nous allons tomber malades à des exceptions près. Il sait que nous allons tomber malades. Peut-être que c'est lui qui nous fait tomber malades pour apprécier notre résistance, notre courage, etc. Pour les autres, c'est la nature humaine. Moi, je suis croyant. Tout à l'heure, je vais faire ma prière. Mais ma prière, ma foi, elle est construite à la manière de Lounès, avec plus un esprit mathématique qu'autre chose. Tout à l'heure, je vais prier. Aujourd'hui, je vais faire ma prière. Bien sûr, je vais offrir de la bière à 2 amis à Vienne et à Amsterdam. Et il y a un autre ami, hein, le père du Kassoul. Mon père, lui, ce sera une bouteille de whisky. Et je vais demander à Dieu de mettre tout sur mon dos. À tout sur mon dos, là. Pour ces bières et ce whisky, ça sera pour moi. Je prends sur moi. Et bien sûr, mon espoir, c'est de participer à une prière collective pour solder les comptes de Lounès. Prière collective, comme ça. J'ai fait les calculs, on va calculer, il a vécu 46 ans, quelque chose comme ça, multiplié par 365 jours, multiplié par 5 prières jour, avec une moyenne de 4 4, etc. Vous allez trouver un nombre, un bon nombre comme ça. Collectivement, nous allons faire des prières pour lui. Même chose, il a vécu 46 ans, 46 mois de ramadan, de carême, 46 fois 30, ça va donner un petit chiffre autour de 1300 là. 1300 jours, c'est pas beaucoup. Que chacun s'abstienne de manger un jour, jeûne un jour. Même les non-pratiquants, même les non-croyants. Hein. Il va dire, ah, ça, exceptionnellement, je ne vais pas jeûner toute cette journée, je vais le considérer comme une journée de jeûne au profit de l'Ounas Mato. Donc là, nous allons participer à son absolution. Nous allons participer à son absolution. Ne vous inquiétez pas, la comptabilité divine, elle est très bonne. Bon, pour ça. La culpabilisation du média, avec la nouvelle loi, nous avons une nouvelle association de santé, nous avons défendu, détruit l'approche démographique des populations en Algérie telle que développée par les Français. Avec la loi sur la santé, vous avez attaqué au marteau-piqueur la démographie et l'IDH, l'indice de développement humain dans sa variable. Hein. Il y a une variable qu'on appelle l'espérance de vie. En Algérie, je vous signale que l'espérance de vie n'est pas calculée à partir de la naissance, elle est calculée à partir de 24 ans. Il y a énormément de choses. Bien. Pour faire tout ça, est-ce que les systèmes informatiques sont disponibles? Est-ce qu'on s'est déjà pris? Au Canada, actuellement, je pense qu'il tourne autour de 100 millions de dollars.
la facture. Puis, est-ce qu'il y a des mécanismes pour mesurer, c'est un tabou, hein, il faut le casser, mesurer la compétence des médecins et des professeurs surtout. Ça c'est, vous allez, l'augmentation de la corruption dans le elle va exploser. Elle va exploser. La corruption dans le réseau de la santé. Je vais essayer d'illustrer ça. Moi, j'aime les exemples concrets. Voici un antidouleur qui m'a été inscrit par un médecin. Voici un médicament. Il porte la griffe d'une pharmacie. Ça, il ne porte pas la griffe d'une pharmacie. Ça, il a été gratuit. Ça, je l'ai payé 10 $. Ça, c'est pour ma cheville quand elle me fait mal. Donc, un exemple concret. Ça, c'est un médicament. Ça, c'est un médicament. Hein. Mais il n'est pas remboursé par... C'est un générique non remboursé par la RAMQ. En Algérie, il y a ça. Récemment, la loi sur la santé, vous avez cédé à la CP1, l'activité complémentaire dans le secteur privé est elle concerne essentiellement les professeurs et les spécialistes, à un degré moins les spécialistes. Ça, c'est exactement ce qui s'est passé en Tunisie. Quand le ministre précédent de la Santé en Tunisie a tenté de toucher à ça, ils lui ont fait un seul coup. Ils l'ont eu KO. C'est une partie, c'est une cause. Pourquoi? Les professeurs qui exercent dans le secteur public interviennent dans le secteur privé en Algérie. Le malade du secteur privé, puisqu'il a un contrat, parce qu'il va payer très cher, il va payer très cher. Ça, on va exiger un suivi médical très rigoureux là. Que le professeur qui opère, ou bien le médecin spécialiste qui consulte, ou bien le professeur qui consulte, etc., ou bien qui hospitalise un malade dans cette clinique privée, va son travail dans le secteur public sera payé à ne rien faire, et les malades du secteur public vont crever. Ça, c'est le truc. Ça commence à me gêner dans la santé, là. C'est violent. C'est violent. Vous savez, céder face au lobby des officines, les pharmaciens. Dans les pharmacies, vous pouvez trouver du dentifrice, alors que la brosse à dents et l'eau suffisent largement. Ce ne sont pas des médicaments. Le médicament n'est plus remboursé par la sécurité sociale en Algérie. Sur le marché populaire. Il n'y a plus un médicament, monsieur. Ah non. Quand les pharmaciens, le lobby des pharmaciens a sonné, la santé a reculé sur ça. Ce que vous avez contrôlé, est-ce qu'il y a un contrôle sur les pharmacies qui travaillent sans pharmaciens? Ça, il y a énormément de détails que je vais passer là. Ça, c'est violent. C'est tout. Vous avez annoncé la naissance d'un immense hôpital privé, du premier hôpital privé en Algérie. Ça, vous êtes allé vraiment dans des et je l'ai anticipé. C'est le cas de la Tunisie. Parce que les cliniques privées, les hôpitaux privés, les cliniques privées en Tunisie font dans le tourisme médical. C'est-à-dire, vous allez ouvrir l'Algérie au tourisme médical le plus sauvage. Ça, bon, j'espère que mes compatriotes verront ça. Transférer marché des assurances. Qu'est-ce que vous avez fait là? L'ouverture du marché des assurances, il a été contenu parce qu'ils ne savaient pas comment présenter la chose, etc. Vous avez présenté là. En Algérie, il y a les assurés sociaux. On appelle ça les assurés sociaux. Assurés sociaux. L'assurance, la CNASAT. La CNAS, voilà, la CNAS. Il y a. Ils ne sont pas du tout
assuré, il n'a pas d'assurance. Comment est-ce qu'il va se soigner avec lui s'il n'y a pas la gratuité? Est-ce que vous avez ouvert ici? Est-ce que les assureurs, les compagnies privées, les compagnies étrangères qui veulent se soigner à travers des consortiums, des holdings, des joint ventures, etc., enfin, créer un génocide dont les personnes terrible dans la santé. Vous avez dit, le ministre de la Santé, je l'ai lu, a dit que la gratuité n'est pas antinomique avec la contractualisation. Je vous conseille d'un point de vue sémantique, hein, l'ADRA. Oui, la contractualisation n'est pas antinomique avec la gratuité. Maintenant, je vais vous montrer comment je vais vous démontrer que ce que vous avez dit ici est une normité. Hein? En économie, hein, quand je l'aborde d'un point de vue économique, ça devient une normité. Vous savez, on se met toujours dans le regard. Dans la région du Hogar, je dis Tamanrasset, Iliji, Adrar, Bouchat, tout ce qui est sud en Algérie. Hein. Je vais l'appeler le Hogar, la région du Hogar. Vous avez le médecin qui doit assurer la gratuité des soins pour les malades. Vous avez d'un côté les médecins qui doivent être contractualisés. La contractualisation, ça veut dire qu'il y a un salaire. La contractualisation, il y a un salaire, il y a une qualité de travail, il y a un contrat de travail. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les médecins, en étant contractualisés, en étant soumis à de la performance, il va choisir ses malades. Hein. Il ne va pas choisir tout le monde. Hein. Il va soigner les malades faciles. Parce que s'il soigne les malades difficiles, il ne va pas faire le chiffre. Hein. Il ne va pas faire le chiffre. Ensuite, je vais revenir sur ça. Le médecin, je n'ai pas de médecin de famille ici à Montréal. Ben, pour faire ma prescription, il fallait que j'en trouve un. Je passe d'une semaine. Bon, il y a un côté négligence de ma part, il y a un côté pénurie de médecins à Montréal. À Montréal, ailleurs, il n'y a pas de pénurie, c'est la grande ville. J'ai eu des difficultés j'ai été aux urgences, etc. Bon, grâce à oui, de la troupe. J'ai un médecin. Moi, je son rendez-vous, je pars, on fait une ordonnance, etc. Je lui ai demandé la possibilité, s'il peut me prendre en charge, ce que je peux faire mon médecin de famille à la prochaine consultation, pas de problème. Parce que je suis un malade facile, apparemment. Je suis un malade facile, un antidouleur, etc. C'est tout. Mais si j'étais un gros malade, là, je ne sais pas comment. Ça, dans le domaine professionnel, c'est un marteau, là. Hein. C'est un bulldozer. Donc, prochainement, je vais texter en Algérie. Quand un médecin, vous avez parlé de médecin référent. Médecin référent, c'est un médecin de famille. Donc, il y aura la course des médecins vers les bons malades. Il y a la course des mauvais malades vers les bons médecins. Il y aura l'évitement qui circule. Les mauvais médecins seront obligés de chercher les bons malades pour travailler moins et gagner plus. Ils vont éviter les mauvais malades. C'est là où vous allez créer une médecine à deux vitesses. Bientôt, il y aura la réduction des médicaments remboursés par la sécurité sociale en Algérie. En réduisant cette liste, là, vous allez payer le malade. Le malade, son revenu disponible va baisser. Si vous vendez la médecine payante. Alors, je ne vais pas parler de comment on va se faire les files d'attente, la corruption, etc. Vous allez faire les effets. Vous allez parce qu'il y aura des malades comme ça, c'est une infirmière, va passer de gré ou de force, etc. Bon, maintenant même, c'est un peu mal. Donc, vous allez engager du personnel de sécurité, vous allez les en engageant le personnel
personnel de sécurité, il y aura des plaintes qui seront déposées, des personnes, des détentions, la police qui viendra, elle va déposer, etc. Donc vous allez augmenter ce qu'on appelle les dépenses stériles et odieuses. Ces termes, dépenses stériles, ça veut dire qu'elles ne produisent absolument rien, aucun produit. Les dépenses odieuses, ça veut dire qu'elles alimentent le déficit public, lequel déficit public alimente la dette. Et bien sûr, vous aurez des dépenses publiques, les médecins de famille qui choisiront les bons malades, ils seront payés à ne rien faire. Parce qu'un médecin de famille, il va vous envoyer la liste de tous ses patients, etc. Il y aura un forfait. Un forfait Un forfait. Ça, c'est à Cuba, au pays de l'Europe du Nord, qui ont des systèmes de santé gratuits. Donc je pense que j'ai démontré que cette loi sur la santé, officiellement, ça avait été